Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission de Chemin de Traverse. Nous sommes actuellement à Paris chez Max Gallo. Il vient de sortir un livre, L'âme de la France, paru aux éditions Fayard. Max Gallo, bonjour. Bonjour. Avec nous également Aude Baron. Aude Baron, bonjour. Bonjour. Alors, on parle souvent de la grandeur de la France. De quoi s'agit-il pour vous ? Oui, la grandeur de la France, c'est souvent comique, si vous voulez. Enfin, c'est souvent présenté comme quelque chose, non, comique, c'est pas le mot qu'il faut dire, mais c'est souvent présenté comme quelque chose d'emphatique. Je crois qu'il y a, plutôt que la grandeur de la France, je dirais le rayonnement de la France, plutôt que la grandeur. Parce que le mot grandeur, il est connoté avec comme un sentiment de vanité, ou en tout cas d'orgueil. Il faut avoir de l'orgueil, mais je méfierais de ce terme de grandeur, je préférerais rayonnement. Il y a un rayonnement réel qui est lié à notre histoire profonde. Il y a un rayonnement réel parce que nous avons été le premier pays unifié, centralisé, absolutiste qui a servi de modèle à d'autres royaumes. Louis XIV, c'était le roi Soleil. Le français était la langue du XVIIIe siècle, la langue de la diplomatie pendant le XIXe. Rayonnement des écrivains, rayonnement de notre manière de faire de la politique. La Révolution française a, d'une certaine manière, repris ce flambeau du rayonnement. Elle a décapité le roi, donc apparemment c'est la fin du rayonnement, d'un certain type de rayonnement, mais à ce rayonnement-là en succède un autre. Nous sommes les trois couleurs, liberté, égalité, fraternité. Et donc il y a un rayonnement qui pourrait s'exprimer, qui est continu, en tout cas au moins et même au XXe siècle. Il y a un rayonnement qui est réel, une spécificité qui est réelle, et qui est dans la continuité, car vous ne pouvez pas comprendre la déclaration universelle des droits de l'homme, cette vocation à dire « nous parlons pour l'universel, nous sommes universalistes », si vous oubliez que sous l'Ancien Régime, la France était considérée comme la fille aînée de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a la reprise laïque d'une vieille tradition qui fait de la France, à tort ou à raison, la fille aînée de l'Église. Donc il y a une continuité dans ce rayonnement et quelque qui fait que ce pays pousse souvent ces luttes politiques jusqu'au symbole, si vous voulez. Par exemple, les événements de mai 68 n'ont pas surgi en France. Ça existait déjà en Californie, il y avait déjà des événements à Berkeley, etc. Mais c'est en France, il y en a eu ensuite à Prague, à Berlin, etc. C'est en France où ils ont pris, non pas le caractère le plus violent, puisque c'est en Allemagne où il y a eu après des groupes armés, la Rote Armee, enfin la fraction armée rouge, etc. En France, ça ne s'est pas produit, heureusement, sinon très marginalement avec Action Directe. Mais c'est en France que les événements de mai ont pris cette figure symbolique où vous avez eu la plus grande grève qu'on oublie toujours. On parle toujours des étudiants, mais en fait, le phénomène social majeur, c'est que vous avez eu une grève de 9 millions de personnes. C'est-à-dire la plus grande grève qu'il y ait jamais eu dans l'histoire. Donc cette conjugaison symbolique entre le mouvement universitaire, les étudiants, et puis le mouvement social, elle est spécifique et elle contribue d'une certaine manière au rayonnement de la France. Au rayonnement, on peut discuter, mais au rayonnement de la France. Mai 68, on pense davantage à la France, qui fait chuter De Gaulle l'année d'après, bouleversement politique, qu'à des événements peut-être antérieurs, générateurs, je pense au mouvement des États-Unis, mais qui ont, en termes de symboles, moins de rayonnement. Aude Baron. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de... Est-ce que la France a encore un message à apporter au monde ? Écoutez, je crois que nous pourrions, je pense que nous avons, mais je ne sais pas du tout si cela se produira, parce que ça dépend de ceux qui nous gouvernent, ça dépend de leur capacité à créer un élan, ça dépend de l'attitude des nouvelles générations, ça dépend de beaucoup de choses. Mais, si vous voulez, je crois que, et c'est pour ça que je commence mon histoire de France par la situation géopolitique de la France. Je dis au commencement était la terre, parce que nous sommes placés en un lieu qui est un carrefour, au moins pour l'hémisphère nord.
un carrefour, c'est-à-dire que nous, ou pour le monde occidental, disons, c'est-à-dire que nous sommes, j'appelle ça un impluvium, où les populations venues de régions différentes, d'Europe, de Roumanie, etc., aboutissent d'une certaine façon. De ce point de vue-là, nous sommes aussi une nation d'immigrés que les États-Unis, d'une certaine manière, avec les gens du Sud maintenant, les gens d'Afrique, les gens de l'Est notamment, et c'est moins le cas pour l'Espagne, par exemple, qui est ouverte sur l'Amérique latine, qui est ouverte sur le Sud, mais qui est beaucoup moins ouverte sur le nord de l'Europe ou l'Est de l'Europe. Donc, en plus, nous avons une tradition qui est celle du droit du sol, qui est liée à notre diversité de composition de population. Nous avons une tradition laïque, c'est-à-dire de séparation de l'Église et de l'État, du politique et du religieux, et je crois que ces deux données-là, ces trois données, le mélange, contre lequel il est stupide de dire on va l'arrêter, le mouvement migratoire continuera. Deuxièmement, l'enracinement dans le sol, c'est-à-dire une nationalité liée ni à la race ni à la religion, et la séparation de l'Église et de l'État, font que nous avons un modèle qui me paraît correspondre aux problème du moment, du XXIe siècle, où le risque, c'est le repliement ethnique, le repliement religieux, la confusion du politique et du religieux. Donc nous avons des réponses, même si nous sommes un petit pays, enfin, j'entends par la population, 64 millions d'habitants par rapport à d'autres qui font 1 milliard, c'est évidemment peu de choses, mais nous avons, par la situation, par cette histoire-là, nous avons un rôle à jouer, à mon avis, une parole à faire entendre. Max Gallo, vous avez parlé du communautarisme. Comment expliquez-vous qu'à l'heure actuelle, on puisse calomnier facilement, se moquer aussi de l'Église catholique, alors que, par exemple, l'islam est inattaquable? Non, mais ça fait partie de notre repentance, qui n'est d'ailleurs pas spécifique aux laïcs, qui est le propre de l'Église catholique aussi. L'Église catholique aussi est repentante. Je dirais qu'elle l'est presque par nature, par fonction. La repentance est après tout presque une disposition religieuse à la limite. La repentance, on demande pardon en permanence, on se sent coupable. Et on a raison, puisque selon ma conviction, je suis croyant, même si je ne suis pas un pratiquant, selon ma conviction en tout cas, chaque individu porte en soi à la fois du sacré et du diabolique. Enfin, je veux dire, il y a une dialectique du mal et du bien en chacun de nous. Donc nous avons raison de nous examiner et d'examiner nos actions. Mais je crois, si vous voulez, que par rapport à l'islam, nous avons une attitude qui est une attitude à la fois de fascination pour une religion qui est conquérante par le nombre des hommes, par la foi de ses fidèles, donc qui est une religion conquérante, sûre d'elle, qui ne se remet pas en doute, semble-t-il, en tout cas parmi ceux qui la pratiquent ou l'énoncent, et en même temps c'est une religion qui porte en elle des ferments d'intégrisme. Alors il y aura une grande discussion pour savoir quelle est la part de cette religion-là dans son essence même et dans sa fabrication d'intégristes, mais constatons qu'il y a un terrorisme qui se revendique de l'islam, à tort ou à raison, qui se revendique de l'islam, et donc nous sommes à la fois dans la fascination et un peu dans la peur. Et ensuite nous sommes aussi dans la culpabilité, car nous avons effectivement, même à tort ou à raison, nous avons colonisé des pays d'islam et ils nous renvoient d'une certaine manière leur colonisation en même temps que le sentiment d'humiliation, et nous nous sentons coupables de cela, ce qui explique, si vous ajoutez fascination, peur et culpabilité, vous comprenez la difficulté qu'il y a à considérer avec lucidité et calmement la question de l'islam.
retour sur le plateau de Chemin de Traverse avec Max Gallo à Paris. Dans l'âme de la France, Max Gallo, vous dites de manière un petit peu ironique pourquoi un étage national dès lors qu'il y a le rez-de-chaussée régional et la terrasse européenne. La nation n'est-elle pas devenue une forme obsolète? Oui, quand je dis cela, j'essaie de caricaturer ou en tout cas de concrétiser ce que j'appelle l'idéologie européiste. C'est-à-dire, moi, disons d'emblée, même si tous les adversaires de l'Europe, comme le font remarquer des commentateurs, commencent par faire la déclaration que je vais faire, je me sens profondément européen. Je crois à la civilisation européenne, je suis d'origine italienne, mon fils a la double nationalité française et néerlandaise, donc je suis tout à fait convaincu qu'il y a une civilisation européenne et je considérais comme un scandale historique si de cette civilisation européenne, nous ne réussissions pas à créer un ensemble capable d'avoir une politique énergétique, une politique de défense, une politique étrangère, car je crois que ce serait bien dans l'ensemble de ce 21e siècle où on voit se forger de grands continents politiques, etc. Mais je suis en profond désaccord avec l'idéologie européiste, c'est-à-dire avec cette idée selon laquelle, comme vous l'avez rappelé, la nation serait une forme obsolète. Les gens y ont cru, de manière, les élites y ont cru, de façon tout à fait sincère, en se disant des nations a surgi le nationalisme, du nationalisme a surgi la guerre, passons à autre chose. Malheureusement pour eux, et peut-être pour nous tous, l'attachement des populations à une communauté nationale, alors elle se définit différemment suivant les nations, hein, mais enfin, en tout cas, l'existence des nations est une réalité. Et on l'a vu exploser au visage des idéologues à partir de 1989, c'est-à-dire réexploser. Un personnage comme De Gaulle, par exemple, a toujours affirmé, De Gaulle n'appelait jamais l'URSS, il disait la Russie, parce qu'il pensait que la réalité nationale de la Russie reviendrait un jour recouvrir cet épisode passager qui s'appelait l'Union des républiques socialistes soviétiques. Il disait la même chose à propos de la Chine. Donc il ne disait jamais la Chine communiste, il disait la Chine. Et de même, il disait la France. Donc des gens comme De Gaulle et quelques-uns avec lui pensaient que les nations avaient une résistance beaucoup plus grande que les formes politiques passagères qui les recouvraient. Mais en 1989, et depuis, c'est devenu évident. 1989, c'est la réunification de l'Allemagne, la chute du mur. C'est 2 ans après la fin de l'Union soviétique, Leningrad qui redevient Saint-Pétersbourg, les couleurs, pour prendre des symboles, les couleurs qui deviennent les couleurs de la Russie tsariste, les popes qui reprennent tout leur rôle dans la Russie, Poutine qui recrée un État russe avec son orgueil, ses symboles, etc. L'Allemagne qui redevient l'Allemagne, qui s'installe à Berlin, à juste titre, et en Europe orientale, des nations qui surgissent, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne qui a un sentiment national très fort. Autrement dit, 1989-91, c'est une révolution démocratique pour tous ces États, mais c'est aussi une révolution nationale, démocratique et nationale. Autrement dit, la réalité nous oblige à constater que les nations sont résistantes, qu'elles dépassent les séquences politiques courtes, c'est-à-dire 20-30 ans, et que donc construire l'Europe sur l'idée qu'on va pouvoir se passer des nations, construire une Europe fédérale, faire décider en même temps Malte et l'Allemagne, l'Irlande et la Grèce, les faire décider comme si elles étaient simplement les particules d'un ensemble uni, c'est une utopie dangereuse, car ça conduit à l'impuissance. Mieux vaut, si vous voulez, tisser des liens très forts entre des nations décidées précisément à tisser ces liens et à construire un ensemble politico-économique et culturel, que de dire nous allons construire un État européen. Probablement est-ce le but. Mais dans combien de temps? La nation résiste, et elle résiste pour une autre raison, je termine là-dessus sur ce point, c'est que pour l'instant, c'est dans le cadre national que s'exprime le mieux la démocratie.
car les institutions européennes, qui sont des institutions apparemment démocratiques, sont les institutions les plus éloignées des citoyens que l'on connaisse. Qu'est-ce qui se passe au Parlement européen? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est que le Conseil des ministres? Et ça n'est pas qu'une affaire, comme le disent les partisans de l'Europe, c'est parce que les journaux français ne s'y intéressent pas, que la communication est mal faite, que dans les journaux télévisés on ne parle pas d'Europe. Mais on ne parle pas d'Europe parce que le citoyen n'a aucun moyen de peser sur les décisions, alors qu'on parle de la vie politique nationale, parce que quelle que soit la crise de la représentation politique, le citoyen peut élire son député, le connaît son conseiller général, son maire, son président de la République, même si les pouvoirs dont il dispose sont limités par la construction européenne. Qu'est-ce que vous pensez de la montée des régionalismes en Europe, comme en Espagne? Et même, qu'est-ce que vous répondrez à quelqu'un qui vous dit qu'il se sent plus breton que français? Écoutez, je constaterai, moi vous savez, je suis historien de ce point de vue-là, je commence par constater. Ce que vous dites est tout à fait vrai. Il y a une montée, l'Espagne en étant l'exemple, mais pas seulement l'Espagne. Il y a une dizaine de jours ou une quinzaine de jours, je crois qu'il y a eu 20 000 manifestants à Toulouse peut-être, qui ont manifesté pour l'Occitan. Il y a des gens qui réclament l'aide de l'État ou la reconnaissance par l'État des écoles d'Iwan, c'est ça, d'Iwan, etc. On voit des drapeaux bretons. En Corse, ça prend des formes un peu plus excessives. On a été jusqu'à assassiner un préfet, il y a des attentats. Et dans les pays comme l'Espagne, par exemple, en effet, la Catalogne, l'Andalousie demain, le Pays Basque, le TA, etc., etc. Je crois qu'il y a en effet, si vous voulez, ce mouvement de repliement identitaire, soit régional, soit ethnique, soit religieux. On le voit par exemple, on l'a vu aux Balkans, et je considère que c'est intéressant à plus d'un titre. D'abord parce que ça nous démontre que la fin des États nationaux tels qu'ils se sont constitués depuis le XVIe, XVIIe siècle, notamment en France, ne donne pas naissance à une grande unité impériale comme l'Europe, mais elle donne naissance à de petits États qui sont des petits États nationaux, mais qui seraient... La Catalogne, c'est un petit État national, c'est-à-dire que, en fait, le choix n'est pas entre fin de l'État-nation pour voir naître la fraternité universelle, le choix c'est État-nation ou myriade de petits États communautaristes qui vont se taper les uns sur les autres. Et on l'a vu dans les Balkans, on va le voir entre le Kosovo, on l'a vu au Kosovo avec les Serbes, etc. Donc il faut s'interroger là-dessus. Je crois d'abord que ça tient à un mouvement... Alors, je pourrais reprendre ce que j'ai dit à propos de l'attitude des nations à l'égard des immigrés, c'est la propre faillite ou l'absence de confiance des élites nationales par rapport à la nation. C'est-à-dire que pour les langues régionales, je ne suis pas contre, moi. Je suis simplement contre le fait que l'État français finance les langues régionales. Pourquoi? Parce qu'il faut oser affirmer qu'il est de l'intérêt de la collectivité nationale française et des Français qui habitent, qui sont de parler, de maîtriser cette langue qui est parlée par 200 millions de personnes dans le monde. Que c'est l'accès, la voie d'accès au monde, beaucoup plus que le basque, le breton ou l'occitan, dont je respecte la culture, mais je dis, le rôle de l'État serait d'affirmer, écoutez, chacun apprend la langue qu'il veut, mais l'État, lui, décide que c'est le français. Après, vous faites ce que vous voulez ouvrir des écoles, c'est votre droit, mais ne comptez pas sur l'État français pour financer quelque chose qu'il considère comme inefficace en fonction d'un certain nombre de domaines. Deuxièmement, c'est que c'est vrai que l'unité française, tenons-nous-en à la France, parce qu'on pourrait refaire un discours à peu près semblable avec l'Espagne, mais enfin, l'unité française, elle s'est faite sur la destruction d'un certain nombre de cultures périphériques. J'appelle périphériques par rapport à l'Île-de-France, que ce soit la Bretagne, que ce soit l'Occitan, etc. Et donc là, il y a un travail
de reconnaissance, pas de repentance, mais d'explication, de débat historique pour que chacun conserve son identité, sa propre histoire. Et troisièmement, et c'est le point le plus difficile, non pas à comprendre, mais en tout cas à maîtriser, c'est que la mondialisation libérale, puisqu'elle se fait sur le thème libéral, la mondialisation libérale suscite quasi mécaniquement le communautarisme. C'est-à-dire, face à cet aplanissement des diversités, à cette marchandisation générale, la tentation première, c'est de se replier sur son petit univers. On a le grand tsunami mondial, on se replie sur son univers, et cela répond à l'intérêt de la mécanique mondiale, qui n'a pas envie de se heurter à des États souverains. Il est clair que si vous êtes la grande puissance ou les grandes puissances mondiales, vous préférez avoir affaire à la région bretonne qu'à l'État français pour régler vos problèmes. Parce que ou à la région bretonne ou à la Catalogne, qui en matière par exemple de politique extérieure, de puissance militaire, ne peuvent pas peser. Si par exemple au moment de la guerre d'Irak, la France a dit non, là un siège au Conseil de sécurité, ça a pesé d'une certaine manière, pesé marginalement, mais en tout cas ça a eu un très grand écho, que le Pays Basque ait dit non, pas d'écho. Donc il y a une concomitance et une concomitance entre mondialisation libérale et communautarisme, et en même temps communautarisme comme conséquence de la mondialisation. Concomitance et conséquence. Eh bien, Max Gallo, je vous remercie, on vous remercie. Je rappelle le titre de votre livre dont nous avons parlé dans cette émission, dans ces émissions, L'âme de la France, une histoire de la nation, des origines à nos jours, paru chez Fayard. Max Gallo, merci, au revoir. Très bien, merci beaucoup. Peut-être bien Dieu, c'est peut-être bien diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui pareil au serpent semble se déplier, noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissant fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre, vraiment je ne sais pas, mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà. Et ses prunes éclatées, et tous ses lilas blancs, et ses gros yeux rouges, et ses rires d'enfant, et Christine si belle sous ses jupons blancs, avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissant fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre, vraiment je ne sais pas, mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces beautés-là, cueillons-les sans rien dire, va, c'est pour toi et moi. Est-ce la main de Dieu et celle du malin, qui un jour s'unissant ont croisé nos chemins? Est-ce l'un, est-ce l'autre, vraiment je ne sais pas, mais pour cet amour-là, merci et chapeau bas. Mais pour toi et pour moi, merci et chapeau bas.